Alors bonjour et bienvenue à cette première capsule sur le chapitre 10. Le chapitre 10 va porter sur les oxydations et les réductions dans le cadre du cours de chimie organique. Des oxydations et des réductions, qu'est-ce que ça veut dire? On va regarder les carbones lors de ces réactions-là. Si on regarde qu'est-ce qui se passe lors d'une oxydation, donc une oxydation, je vous rappelle, c'est que lorsque le carbone va changer de degré d'oxydation, donc il va augmenter en degré d'oxydation. Donc ici, vous avez les degrés d'oxydation des carbones en vert. Donc vous voyez que lors de l'oxydation, on passe de -3 à -2 à -1. Donc on est en train d'oxyder, on augmente le degré d'oxydation. Tandis que la réduction, on fait l'inverse, on diminue le degré d'oxydation lors des réductions. De façon générale, en chimie organique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut dire deux choses. Soit on diminue le nombre de liens carbone-hydrogène autour d'un carbone. Donc, vous voyez ici, on a 3 hydrogènes, on passe à 2 hydrogènes, on passe à un seul hydrogène par carbone. Qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on augmente en termes de liaisons multiples. Donc, quand on crée des liaisons multiples, on oxyde. Tandis que quand on enlève des liaisons multiples, on va vers des liaisons simples, mais à ce moment-là, on réduit. L'autre façon de le voir, c'est lorsque déjà il y a des oxygènes, où on introduit des oxygènes, plus on introduit de liens carbone-oxygène, plus on oxyde la molécule. Donc vous voyez ici, il y en a juste un lien avec un oxygène, ici il y en a 2, ici il y en a 3, donc on a oxydé le carbone, tandis que réduire, c'est l'inverse, c'est enlever des liens carbone-oxygène pour les remplacer par généralement des liens carbone-hydrogène. Donc c'est ce qui se passe ici dans les exemples qui sont là. Donc c'est des exemples généraux, juste pour vous introduire un petit peu le concept. Qu'est-ce qu'on va voir, c'est que dans le chapitre 10, on va voir des pages 310 à 331 dans votre manuel. C'est pas tout le chapitre 10. Donc, il y a quelques parties qu'on ne verra pas complètement dans ce chapitre-là. Donc, ça inclut les exercices suivants. Puis, dans le cahier bleu, je vous invite à commencer dès que possible les exercices lorsque vous aurez terminé pratiquement toutes les capsules du chapitre 10. Donc, les exercices qui seront à faire, c'est, je propose des exercices 1, l'ensemble 2 seulement. Je n'ai pas le corrigé de l'ensemble 1. Si vous voulez l'essayer, vous pouvez bien le faire, mais je n'ai pas le corrigé. Par contre, je vous invite à faire l'exercice 2, 3 et 4. Vous allez voir, c'est presque l'entité des exercices à faire dans l'atelier 10. Ça se peut que vous ayez à passer par-dessus des exemples, par contre. Donc, ce n'est pas cette section-là, c'est vraiment la section avec les exercices, avec des numéros dans le cahier bleu d'atelier. Alors, on va commencer par une première... dans cette capsule-là, on va voir en fait surtout les oxydations sur les liaisons doubles. On va commencer par là. Donc, on commence par une première type d'oxydation sur les liaisons doubles, les alcènes, avec l'oxydation qu'on appelle douce. Cette oxydation-là utilise le KMNO4 dilué à froid. Généralement, on l'indique juste avec dilué, ou encore on va indiquer que c'est fait à froid. Donc, l'oxydation douce, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on passe par un mécanisme qu'on ne verra pas. Donc, le mécanisme de cette réaction-là ne sera jamais demandé. Tout ce que je veux, c'est que vous connaissiez qu'est-ce que ça fait. Donc, savoir comment l'utiliser, cette réaction-là. Puis, de quoi on part, qu'est-ce que ça devient comme produit à la fin. Donc, on va obtenir ce qu'on appelle les diols vicinaux. Donc, vicinaux veut dire sur des carbones voisins. Donc, on va avoir des oxygènes, donc OH, OH, qui vont venir se placer sur les deux carbones de la liaison double pour enlever la liaison double. Puis l'autre chose qui est importante, c'est qu'ils vont être additionnés de la façon sur la même face de l'alcène. Donc, ça va être une addition qu'on appelle syn. Donc, les deux OH vont venir du même côté pour s'additionner sur les deux carbones de la liaison double. Pourquoi? C'est parce que les deux oxygènes vont provenir du KMNO4. Puis même si on ne voit pas le mécanisme, qu'est-ce qui va arriver? C'est que le KMNO4, il peut juste arriver soit en avant ou en arrière, puis il va ajouter les deux oxygènes en même temps. Donc, il ne peut pas changer de direction dans le milieu de la réaction pour en ajouter un en avant puis l'autre en arrière. Il faut absolument qu'il additionne les deux oxygènes du même côté. Par contre, on ne va pas toujours indiquer cette 3D-là. Hein. Comme je vous dis, parfois, lorsqu'on a des carbones qui sont pas chiro, donc comme dans l'exemple qui est ici, ce n'est pas des centres asymétriques, les deux carbones qui sont là, on n'a pas besoin d'indiquer que les OH soient soit en avant ou en arrière. Mais lorsqu'on a des carbones chiro qui sont créés, donc au moins un
carbone chiral. Ici, dans le cas qui est là, on va même créer les deux. Ben, on peut additionner les OH, soit les deux en avant ou les deux en arrière. Donc, il y aurait ici, là, préférablement, il faudrait écrire plus énantiomère. Donc, ce que je n'ai pas fait, mais je vous invite à l'écrire. Normalement, je l'écrirais. Donc, plus énantiomère ici. Vous pouvez même, si vous désirez, le dessiner, l'autre énantiomère. Ça serait la même chaîne de carbone, mais avec le OH en arrière et l'autre aussi en arrière. En autant que les deux OH sont la même façon, puis que la chaîne de carbone doit suivre la forme de la chaîne de carbone par rapport à la double liaison. Donc ici, on a utilisé une double liaison E, donc il faut vraiment faire attention à comment la chaîne de carbone est positionnée dans le produit pour vraiment correspondre à comment c'était avec la double liaison. Donc ici, on a une double liaison avec un cycle, même chose. Donc les deux OH peuvent soit s'additionner les deux en avant ou les deux en arrière. Donc c'est cette forme-là ou son énantiomère, mais dans ce cas-ci, ça revient au même puisque c'est un composé qui est méso dans le cas qui est ici. Donc ici, on n'aurait pas à écrire plus énantiomère puisqu'il n'existe pas d'énantiomère de la molécule qui est là. OK? Donc ici, vu que c'est un composé méso, il ne faudrait pas l'écrire qu'il y a un énantiomère parce que ça ne serait pas vrai. Donc, il faut simplement laisser cette forme-là ou dessiner seulement la forme avec les deux OH en arrière. L'une ou l'autre, mais pas les deux en même temps parce que c'est la même molécule. Dans le cas qui est ici, on additionne un OH sur un carbone, un OH sur l'autre carbone, et on enlève la double liaison pour l'amener en liaison simple, donc comme on fait depuis le début. Sauf qu'ici, la 3D n'est pas importante, encore une fois, parce que les deux carbones ne sont pas des carbones chiro. Dans le cas qui est ici, vous avez une alcène qui est terminale, ça veut dire qu'elle termine avec le bout de la chaîne de carbone, donc sur un CH2, dans le cas qui est ici. Donc, je vais ajouter un OH ici au bout et un OH ici sur le carbone qui est là, de la double liaison. Enlever la double liaison. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que le OH que je vais ajouter au bout, il n'y a pas vraiment besoin de mettre la 3D. Par contre, l'autre, ici, je ne l'ai pas indiqué, mais je vous invite à l'indiquer. Je vais essayer de le faire avec vous. Donc, qu'est-ce qui peut arriver, c'est que soit on va l'avoir soit en avant, ou on pourrait écrire plus son énantiomère, qui serait le OH à l'arrière. Donc, dans le cas qui est ici, il y a juste ce OH-là qui est important pour la 3D. Pourquoi? Parce que ce carbone-là est un carbone qui est chiral, tandis que l'autre ne l'est pas dans le produit. Donc, je n'ai pas besoin d'indiquer la 3D de l'autre. Si vous l'avez indiqué, c'est pas mauvais pour le OH qui est là. Ça serait correct. C'est juste que ça n'a pas d'importance. Que ça soit en avant ou en arrière, ça ne change absolument rien pour ce carbone-là précisément. Pour le dernier exemple qui est ici, c'est un exemple qu'on a déjà vu avant, qu'on a déjà traité avec d'autres réactions. Vous avez déjà un carbone qui râle, donc il y a un CH3 ici vers l'avant, mais ça ne touche pas la réaction à ce carbone-là, donc ça reste un CH3 vers l'avant. Tout ce que ça va changer, c'est que ça va changer ici pour la double liaison, on l'enlève et on la remplace par deux OH qui vont être soit tous les deux vers l'avant ou tous les deux vers l'arrière, sauf qu'on ne change jamais le CH3 qui est ici. Fait qu'on ne peut pas écrire plus énantiomère pour celui-là. Parce qu'en fait, en réalité, puisque ce carbone-là qui chiral ne change jamais d'une forme à l'autre, donc les deux produits possibles, ben, ce sont des diastérosomères, puisque c'est juste les OH qui vont changer, qui vont être vers l'arrière. Celui-là va toujours rester vers l'avant. Donc, lorsque vous allez écrire cet exemple-là, moi, ce que je vous recommande, je vais essayer de vous le montrer, ce que je veux dire par là. Donc, je vais dessiner la molécule pour vous montrer qu'est-ce que je veux dire. Puis là, il y a le CH3 d'ailleurs que je n'ai pas montré, que lorsqu'on le place, normalement, faudrait dire qu'il est à l'arrière ou à l'avant. Donc, par exemple, ici, là, je vais juste vous montrer. Donc, le CH3 qui est ici, il faudrait préférentiellement indiquer qu'il est vers l'arrière. Parce que le OH est vers l'avant, donc il ne peut pas être les deux en avant ou les deux en arrière. Donc, il faut qu'un soit en avant, l'autre soit en arrière. L'autre molécule qu'on aurait, je vais vous la montrer ici, ça serait la suivante, ou comme ça. Donc, ça serait l'autre possibilité. Donc, vous auriez celle qui est présentée dans vos notes, plus celle-ci. OK? Donc, vous voyez, ça, CH3 n'a pas changé, toujours vers l'avant, mais le OH qui est là, puis le OH qui est là, serait maintenant à l'arrière.
parce qu'il serait additionné de l'autre façon. Toujours les OH du même côté pour les deux carbones qui avaient la double liaison, c'est ça qui est important. Je retourne à la présentation. Donc ça, c'est pour l'oxydation douce. Donc c'est la première qu'on voit. La prochaine qu'on va voir, c'est tout l'opposé, au fond. Ça s'appelle l'oxydation forte. Donc l'oxydation forte, on utilise encore une fois le KMNO4, mais faites attention, cette fois-ci, on va l'utiliser généralement concentré puis à chaud. Il y a deux façons de l'indiquer. Vous pouvez indiquer KMNO4 concentré, puis vous pouvez des fois aussi, pour indiquer que c'est à chaud, on va des fois indiquer qu'il y a de la chaleur, donc le triangle ici, c'est pour dire qu'il y a de la chaleur, ou il y a des fois, on indique qu'il y a aussi de l'acide. Donc c'est KMNO4 avec de l'acide, ça fonctionne aussi de la même façon que KMNO4 concentré. Qu'est-ce qui arrive dans les cas où on a KMNO4 concentré à chaud? C'est que là, plutôt que juste enlever la double liaison, puis mettre des OH sur chaque carbone, on va carrément briser la double liaison au complet. OK, on la scinde en deux. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est que les deux carbones qui sont ici ne seront plus connectés ensemble. Ils vont être déconnectés. Qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va devoir remplacer les deux liens qu'on vient de briser. OK? Donc, on va briser un lien double ici, puis un lien double pour l'autre carbone. Donc, chaque carbone va voir son lien double brisé. Fait qu'il va falloir remplacer ces liaisons-là par des liaisons avec un oxygène. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il va y avoir, à la place d'avoir une liaison double, ici carbone-carbone, il va y avoir d'un côté un lien carbone-oxygène double fois, puis même chose pour l'autre carbone de l'autre côté, qui avait la double liaison, ça va être maintenant une liaison double avec un oxygène. Mais ça ne s'arrête pas là avec l'oxydation de KMNO4 à chaud, donc oxydation forte. Il y a aussi la dernière portion ici, lorsque vous allez lire, c'est que en plus de créer une liaison avec deux carbonyles, dont des COO, tous les liens CH sur l'alcène, donc des liens CH sur l'alcène, pas les liens CH ailleurs dans la chaîne de carbone, seulement sur les carbones qui sont sur l'alcène directement, vont être remplacés par des liens COH. Donc, dans le cas qui est ici, ce qu'on a, c'est qu'on a un lien CH ici, qui est sur l'alcène de ce côté-là, puis on en a un autre aussi de l'autre côté, donc un autre lien CH. Donc, ces deux H-là vont devoir être remplacés par des liens avec des OH. Qu'est-ce qu'on va avoir? C'est qu'à la place d'avoir la liaison double, on a une liaison double oxygène sur un des carbones, liaison double oxygène avec l'autre carbone qui avait initialement la liaison double entre ces deux carbones-là. Mais en plus, s'ils portent des liaisons CH initialement, ces deux carbones de l'alcène-là, ces liaisons CH-là sont remplacées par des liaisons COH. Donc on oxyde au maximum la liaison double. C'est pour ça qu'on appelle ça une oxydation forte. Dans l'exemple qui est ici, le deuxième exemple, vous avez une liaison double, mais cette liaison double, cette fois-ci, les deux carbones n'ont pas de lien CH, okay? Ils sont liés à d'autres carbones. Okay? Donc, on n'a pas de CH sur l'alcène. Donc, à ce moment-là, tout ce qu'on va faire, la seule chose qui va se passer, c'est qu'on va briser la liaison double. Donc, dans le cas précédent, on avait un cycle initialement. Donc, la molécule, après la réaction, est restée quand même connectée parce qu'elle était connectée au départ en cycle. Lorsqu'on a une molécule de départ qui n'est pas cyclique, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va carrément fractionner la molécule en deux morceaux. Donc, on va avoir à la fin deux produits. Dans le cas qui est présent, plus que la double liaison elle est symétrique, ça veut dire que le côté droit et le côté gauche, donc côté gauche et côté droit, sont pareils pour la double liaison au départ. Lorsqu'on va avoir les produits, ça va être deux fois le même produit. Donc, c'est pour ça qu'on écrit ici deux fois CH3, COO, CH3. Parce qu'on avait CH3, COO, CH3 pour ce côté-là, lorsqu'on fait la réaction. Puis, de l'autre côté aussi, CH3, COO, CH3. Parce qu'on brise la double liaison, puis on remplace la double sur chaque carbone qui avait la double par des liaisons COO maintenant.
Pour la réaction qui est ici, ce qui va arriver, c'est que vous avez une liaison qui est double sur un alcène qui est terminal. Donc, l'alcène qui est ici est terminal, c'est-à-dire qu'elle termine la liaison, la molécule. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que plus précisément, si on regarde, vous avez combien de liaisons CH sur le carbone qui termine la molécule, c'est que vous en avez 2 H. Vous en avez aussi un sur l'autre carbone de l'alcène, mais ce qui va arriver, c'est que toutes ces H-là vont être remplacées par des OH, et en plus, on va devoir briser la double liaison en deux. Donc, je vais aussi ici indiquer, on brise la double liaison en deux, donc on la scinde. Fait qu'on va avoir 2 morceaux. Il y a un morceau qui va être COO, OH, tandis que l'autre morceau va être COO, OH, CH3. Donc CH3, COOH, ça c'est l'acide acétique. Tandis que ça ici, c'est une autre molécule que vous devriez peut-être connaître, c'est H2CO3. Donc H2CO3, je vais reparler de celle-là, mais ce que je veux vous montrer, c'est que H2CO3, qu'est-ce qui arrive? C'est que dans l'eau, H2CO3, généralement, lorsqu'on va la produire, un petit peu comme lorsque vous avez fait un des laboratoires, ce qui s'est passé, c'est que lorsque vous avez formé le H2CO3, il s'est décomposé immédiatement en CO2 et de l'eau. Donc, c'est ce qui arrive, c'est que l'acide carbonique se décompose en H2O et CO2 par réarrangement. Je ne vous montrerai pas le mécanisme, ce n'est pas nécessaire de savoir. Tout ce qui est nécessaire de savoir, c'est qu'en réalité, H2CO3, comme réponse, ça ne serait pas la bonne réponse. Parce que tout de suite, le H2SO3 va se défaire en CO2 et de l'eau. Donc, normalement, ce qui devrait être écrit ici, ça devrait être CO2 plus de l'eau. À moins que vous montriez qu'on passe par ça, puis vous m'indiquiez avec une flèche qu'on obtient CO2 et de l'eau par la suite. Ça, j'accepterai aussi. Ou encore juste écrire CO2 plus de l'eau. Mais si vous arrêtez à cette molécule-là, puis vous m'écrivez rien d'autre de plus, comme quoi ça continuerait à réagir, bien, j'accepterai pas ça. Donc, vraiment, la réponse finale, ça serait CO2 plus de l'eau, qui serait la bonne forme pour ce morceau-là. Okay? Donc, le morceau se défait en plus de petits morceaux par la suite. Pour ce qui est de dernier exemple, je vais juste reculer un peu pour vous montrer. Le dernier exemple, comment on peut voir, c'est que il va arriver des exercices où je vais vous donner le produit final. Je vais vous dire qu'on a fait la réaction suivante, soit une oxydation forte, puis il va falloir revenir en arrière pour retrouver le produit de départ, donc le substrat, donc la molécule de carbone de départ. Et ça, c'est généralement un problème assez difficile pour vous lorsque vous allez commencer. Ce que je vous donne comme truc, c'est de regarder les 2 carbones qui ont des COO, vous devez les lier ensemble. Donc, enlever les double O, puis juste lier les 2 carbones ensemble avec une liaison double. Puis, si un de ces carbones-là, puisqu'on est en carbone 4 concentré, si ce carbone-là, le carbone a, en plus du COO, un OH, il faut ramener le OH comme un lien CH. Donc, c'est ce qu'on a ici. On a lié ces 2 carbones-là. Donc, vous voyez, les 2 carbones. Puis, ici où on avait un OH après avoir fait la réaction, initialement, on a un lien CH. On ne l'a pas écrit parce qu'en stylisé, on n'a pas besoin d'écrire les liens CH. Donc ça fait le tour pour l'oxydation forte. Il nous reste une réaction d'oxydation importante à voir sur les alcènes. Vous pourriez deviner, parce qu'on a vu l'oxydation douce, l'oxydation forte, donc on va voir un petit peu le milieu, soit ce qu'on appelle une oxydation modérée. C'est aussi appelé une ozonolyse réductrice parce qu'on va utiliser l'ozone en milieu réducteur par la suite. L'ozonolyse en milieu réducteur se passe par un mécanisme que nous ne verrons pas en détail dans le cours. Il est assez complexe. Pour ceux qui veulent aller en chimie plus tard ou en biochimie, vous allez probablement le voir dans un de vos cours de chimie organique. Parce que c'est quand même un mécanisme qui a été bien étudié, mais il passe par plusieurs étapes, donc nous, on ne verra pas là, dans le cadre du cours, c'est un petit peu plus de détails que nécessaire. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on va faire comme dans le cas de l'oxydation qui est forte, on va briser complètement l'alcène, donc on va scinder en deux, puis remplacer la double liaison par 2 carbonyles, donc par des
COO. Par contre, la grosse différence, c'est que les liens CH de l'alcène, donc les CH qui sont sur les alcènes, ne seront pas, ne sont pas remplacés par des liens COH. On les laisse, les liens CH tels quels. Donc, je vous montre c'est quoi les conditions. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait en première étape, on va mettre de l'ozone, donc O3, puis on va attendre un petit peu. Donc, c'est pour ça ici, il y a 1 ozone, suivi de 2 H2O avec du zinc. C'est surtout le zinc qui va terminer la réaction. Donc, entre cette étape-là et la deuxième, il y a du temps qui se passe parce que la réaction va commencer ici, puis va se terminer lors de la deuxième étape qui est ici. Donc, c'est quand même une seule réaction, c'est juste que c'est une réaction qui se fait en 2 étapes. OK? Donc, 2 étapes très claires. Pas 2 étapes de mécanisme, parce que le mécanisme est plus que 2 étapes, mais en 2 étapes d'ajout de réactifs durant la réaction. Donc, il y a 2 réactifs à ajouter à des moments différents. Donc ici, qu'est-ce que ça donne? C'est que je brise la double liaison. Donc, je brise la double liaison. Ici, il y avait un CH, 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 mais eux, dans l'oxydation modérée, les liens CH sur les alcènes, je ne touche même pas. Fait que tout ce que je fais, c'est que je remplace la liaison double pour chaque carbone par une liaison COO. Donc, la liaison alcène est remplacée par COO. Puis puisque j'avais CH, CH pour un des carbones, donc j'ai COO, CH, CH. Puis j'ai la même chose pour l'autre carbone, donc je l'ai 2 fois. Donc c'est 2 fois le formaldéhyde. Parce que ça, c'est le formaldéhyde. Donc c'est la molécule de formaldéhyde. C'est pour ça que je l'appelle comme ça. Ensuite, ce que vous avez, c'est que vous avez ici un autre exemple. Encore une fois, liaison double. D'un côté, on a CH3, CH3, puis de l'autre côté, on a des CH. Mais encore une fois, c'est pas grave. Dans le cas de la liaison de l'oxydation modérée, on fait juste couper la double liaison en 2, mais on ne remplace pas les liens CH qui sont sur l'alcène. Dans ce cas-ci, on les laisse tels quels. Donc, ce que vous allez avoir, c'est que vous allez avoir de l'acétone, donc CH3CO. COO, CH3. Et de l'autre côté, vous allez avoir une molécule de formaldéhyde, soit COO, CH, CH. Dans le cas qui est ici, c'est un exemple qu'on a vu précédemment. Cette fois-ci, on va le voir, mais pour modérer, vous allez voir la différence. La différence, c'est qu'on brise la double liaison, mais au lieu d'avoir COOH, donc de former des acides, donc des acides carboxyliques, ici, on arrête à COO, puis on laisse les H, donc on forme ici des aldéhydes. Donc, dans l'oxydation forte, il fallait se rendre absolument à l'acide carboxylique ou à l'acétone dans les cas où on pouvait former l'acétone, mais on ne pouvait jamais arrêter à l'aldéhyde pour les alcènes qui pouvaient nous donner un aldéhyde. Il fallait se rendre jusqu'au COOH. Mais lorsqu'on utilise l'oxydation modérée, comme on a ici, on est capable d'arrêter à l'aldéhyde. Donc ça, c'est selon le choix de qu'est-ce qu'on veut comme résultat à la fin. On peut arrêter à l'aldéhyde ou se rendre jusqu'à l'acide qui est plus oxydé. Dans le cas ici où on a un alcène qui est entouré de chaînes de carbone, donc il n'y a pas de lien CH sur les carbones de l'alcène, dans ce cas-là, qu'on utilise l'oxydation modérée ou l'oxydation forte, vous allez voir, il n'y a aucune différence. Si vous regardez précédemment ce qu'on avait, on avait exactement le même résultat parce que ça ne change rien ici d'avoir l'oxydation modérée ou l'oxydation forte parce que la différence, ça serait sur le fait d'avoir des CH sur l'alcène, mais si on n'en a pas, il n'y a aucune différence. Finalement, ici, 2 exercices où on doit rabouter les morceaux ensemble, donc des produits qui ont subi l'oxydation modérée. Donc, si je ramène, j'enlève les COO, OK, puis je reconnecte les 2 carbones qui avaient des COO ici ensemble pour revenir en arrière, ça me donne l'alcène suivante. Donc, on l'a vu précédemment que cette alcène-là, lorsqu'on l'utilisait dans l'oxydation forte, ça créait de CO2, de l'eau, puis de l'acide acétique. Mais dans le cas qui est ici, on s'arrête au formaldéhyde et on s'arrête à cet aldéhyde-là. Donc, ce n'est pas les mêmes produits. Et finalement, la dernière molécule, vous voyez, on a déjà
deux COO ici qui sont déjà liés ensemble parce qu'ils sont dans la même molécule. Donc, on sait que ça va être un cycle initialement et ça va être le même cycle qu'on a vu précédemment lorsqu'on raboute les deux carbones ensemble par un alcène. Donc, les deux carbones qui ont des COO, on enlève les COO, on refait l'alcène. Puis, ici, le CH était là initialement. On n'y a pas touché parce qu'on était dans l'oxydation modérée. Maintenant, l'ozonolyse que je viens de vous montrer, si je reviens en arrière, c'est l'ozonolyse réductrice. Réductrice, c'est parce qu'on est dans la deuxième étape avec du zinc. C'est le zinc qui rend le milieu réducteur. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut faire de l'ozonolyse oxydative. L'ozonolyse oxydative, c'est de faire la même chose. Donc ici, c'est pas écrit en étapes, là, mais normalement, là, on devrait avoir, si je fais juste écrire, on devrait avoir l'étape 1 pour l'ozone, puis l'étape 2, on met le peroxyde d'hydrogène. Donc, on met un peroxyde quelconque. Ici, on met le H2O2. Moins 78, c'est pas nécessaire de savoir par cœur. C'est juste que, généralement, lorsqu'on utilise l'ozone, c'est quelque chose qui est assez capricieux. C'est un réactif qui veut réagir assez facilement. Donc, on va l'utiliser généralement dans des milieux qui sont plus bas en température pour un petit peu calmer la réaction. Donc, c'est pour ça qu'on l'a ici à moins 118, mais ce n'est pas nécessaire de savoir. Maintenant, la différence entre l'ozonolyse oxydative puis l'ozonolyse réductrice, c'est que l'ozonolyse oxydative va oxyder au maximum. Donc, on ne s'arrête pas. On va faire comme KMNO4 à chaud. Donc, si on utilise H2O2 au lieu de l'eau avec du zinc, ben, la différence, c'est que H2O2 fait comme KMNO4 concentré à chaud. Donc, ça donne les mêmes produits que faire l'oxydation forte qu'on avait vu précédemment. Donc, ça, c'est juste une alternative à KMNO4 à chaud. C'est une alternative qui est un petit peu intéressante dans certains cas parce que des fois, KMNO4 n'est pas un réactif qui est, disons, gentil, doux avec certaines molécules, tandis que l'ozone est un petit peu plus facile à contrôler, surtout qu'on peut faire cette réaction-là dans des milieux un petit peu plus froids. Donc, on peut contrôler un petit peu plus la réaction. Donc, c'est pour ça qu'elle existe, cette autre possibilité, pour avoir les mêmes produits. C'est souvent les gens me demandent ben, pourquoi je peux avoir les mêmes produits, pourquoi je devrais faire cette réaction-là plutôt que KMNO4 à chaud. Ben, c'est quoi la différence? Il n'y a aucune différence. La différence, c'est au laboratoire, ça peut être plus simple de faire celle-là plutôt que KMNO4 à chaud pour peut-être la purification par la suite. Donc, maintenant que vous connaissez ces 4 façons d'oxyder les alcènes, je vais faire un petit exercice ici dans lequel je vous demande de faire l'oxydation avec le KMNO4 à froid, KMNO4 à chaud, l'ozonolyse en milieu oxydant et l'ozonolyse en milieu réducteur. En partant, pour les 4, vous partez de la même molécule centrale. Donc, vous repartez toujours du 3-méthylpenta 1,2,1,1,3-diène. Donc, en partant de cette molécule-là, vous allez faire KMNO4 à froid. Vous allez me donner c'est quoi le ou les produits. Ça se peut qu'il y ait plus qu'un produit. Vous allez repartir de celle-là, mais après ça, vous allez faire pour le KMNO4 à chaud. Vous allez repartir de la molécule de départ, vous allez refaire, mais pour l'ozonolyse en milieu oxydant. Vous allez repartir de la molécule qui est là, puis vous allez le faire aussi pour le milieu réducteur. Donc, faites les 4 réactions différentes en partant de la même molécule pour les 4 pour voir c'est quoi les différents produits qu'on obtiendrait dans les différentes variations d'oxydation. Donc, ça devrait vous prendre peut-être une dizaine de minutes pour vous donner les produits. Puis, je vais vous montrer les résultats. Donc, la réponse de cet exercice-là. Donc, je me conseillerais de mettre la vidéo à pause, puis de revenir lorsque vous avez terminé de compléter l'exercice pour voir si vous avez les bons résultats. Donc, je vous invite à le mettre à pause maintenant. Alors, on va regarder ensemble les résultats pour l'exercice qui est ici. La première chose, c'est d'écrire correctement, dessiner correctement la molécule de 3-méthylpenta 1,3-diène. Donc, une des façons de dessiner, ça serait comme ceci. Si vous l'avez orienté dans l'autre sens, ça serait correct également. Maintenant, pour le KMNO4 à froid et KMNO4 souvent aussi appelé dilué,
c'est la situation qui est généralement la plus difficile. Pourquoi? Parce que pour vous, vous allez sûrement mis juste des OH, 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 OH en faisant réagir les deux doubliaisons, ce qui serait correct. Sauf que ici, il faut aussi considérer que les deux OH vont être ajoutés du même côté pour la doubliaison donnée. Ça veut dire que pour la première doubliaison, je peux ajouter mes deux OH en avant, les deux en avant ou les deux en arrière. Pour l'autre doubliaison, je peux ajouter les deux OH, soit les deux en avant ou les deux en arrière. Mais les deux doubliaisons peuvent réagir à des moments différents. Donc, ça veut dire que les OH pour une doubliaison, puis les OH qu'on va ajouter sur l'autre carbone, sur les autres carbones qui avaient l'autre doubliaison, ne sont pas nécessairement les 4 orientés de la même façon. On va avoir comme des deux duos, soit les deux premiers OH ici. Évidemment, le premier qui est là, le premier OH, j'ai mis la 3D, mais elle n'est pas nécessaire puisque le carbone qui est ici au bout n'est pas un carbone chiral. Par contre, toutes les autres le sont. Donc, j'ai mis les deux en avant, puis j'ai mis les deux autres aussi en avant. Ça, c'est une des possibilités. Et là, quand je mets ce OH en avant, ça prend le méthyle puis ça l'amène en arrière. Maintenant, l'autre possibilité, une des autres possibilités, parce qu'il y en a 4 au total, une autre possibilité, ça serait d'avoir les deux OH ici en avant, mais les deux autres OH en arrière. Parce que l'autre doubliaison aurait réagi différemment. Une autre possibilité, ça serait le contraire, soit les deux OH en arrière ici, puis les deux OH en avant là. Et finalement, dernière possibilité, c'est que tous les OH se soient ajoutés à l'arrière. Donc ça, c'est les 4 possibilités possibles du carbone 4 dilué. Il n'y en a pas d'autres. Il faut avoir ces 4-là. Donc ça ne serait pas suffisant juste d'écrire le premier puis d'écrire plus un enantiomère. Ça ne serait pas correct, puisque en réalité, il y a plus que juste plus son énantiomère. Il y a en réalité les 4. Donc il y a des diastéréomères là-dedans, en plus d'avoir des énantiomères. Des couples d'énantiomères et des couples de diastéréomères. Maintenant, pour le carbone 4 concentré à chaud, donc ici, ou encore pour l'ozonolyse en milieu oxydant, donc O3 avec H2O2 comme deuxième étape, ça va donner les mêmes résultats. Donc, je vais juste vous montrer pour carbone 4 concentré, mais pour l'autre, c'est exactement les mêmes résultats. Donc, ça va être exactement la même chose. Puisqu'on a deux doubliaisons dans la molécule de départ, on va avoir deux doubliaisons qui vont être brisées. Ça va donner donc 1, 2 et 3 morceaux. Parce que le morceau au centre est ici, il va être le résultat des deux doubliaisons brisées, tandis que les deux morceaux des bouts, ça va être juste une des doubliaisons qui va donner le résultat lorsqu'elle va être brisée. Ça va être un morceau des extrémités. Donc, si je regarde le 1, puisque le 1, j'avais un CH avec ces doubles liaisons, à ce moment-là, cette molécule-là, c'était initialement H2CO3, mais si je veux vraiment bien écrire, tout de suite, H2CO3 va se décomposer en CO2 plus de l'eau. Donc, en réalité, écrire H2O plus CO2 ou CO2 plus H2O, peu importe l'ordre, ça serait la bonne réponse. Si vous voulez décrire comme quoi ça provient de H2CO3, c'est correct aussi, mais je ne veux pas que vous me laissiez juste H2CO3. Je veux que vous m'écriviez que ça devient CO2 plus de l'eau. Pour le morceau numéro 2, le morceau du centre, qui avait les deux doubliaisons de chaque côté, vous aviez CCC, puis un CH. Et de l'autre côté, vous aviez un CCC, mais vous n'aviez pas de CH sur cet autre carbone-là de l'autre alcène. Donc, ce que vous allez avoir, c'est que vous allez avoir COOH, parce qu'on remplace le H qui était sur le carbone de l'alcène. Puis de l'autre côté, on veut juste avoir COO. Pour le troisième morceau, ici, vous allez avoir COOH parce qu'originalement, on avait un H sur le carbone de l'alcène qui est là. Maintenant, pour la dernière version d'oxydation, soit l'oxydation modérée, donc l'ozonolyse en milieu réducteur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prend l'ozone en premier, puis dans la deuxième étape, on utilise une solution aqueuse de zinc. Donc, c'est le zinc qui est important parce que c'est lui qui est réducteur. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est qu'on va avoir les trois mêmes morceaux que précédemment, sauf que, contrairement à l'oxydation forte, on ne modifie pas
les H qui sont sur les carbones des alcènes, on ne les modifie pas en lien OH. Donc, contrairement ici où on avait un COOH-OH, on va avoir un COOH-H. Donc, toutes les H qu'on avait modifiées précédemment ici, qui étaient modifiées en OH, ici, vont être laissées telles quelles. Donc, c'est ça la grosse différence. Donc, vous avez les 3 morceaux qui sont là. Il y en a plusieurs qui ressemblent à ceux qu'on avait précédemment avec le Carmino 4 concentré, mais les différences, c'est que plutôt qu'à avoir OH, ici, on a juste un H, puis même chose ici, au lieu d'avoir OH, on a juste un H. Puis le plus différent, c'est le premier morceau, parce qu'étant donné que H2CO3 se décomposait en molécules d'eau et CO2, ben ici, le formaldéhyde, ben lui, il reste juste COO avec les 2 H qui étaient là. Donc ça fait le tour pour l'exercice 1. Maintenant, je vais revenir à la présentation pour vous présenter une dernière portion des oxydations, des doubles liaisons. Ce qui nous reste à voir, c'est ce qu'on appelle les époxydes. Donc les époxydes, c'est d'oxyder une double liaison, un alcène, puis de créer, à partir de cet alcène-là, une espèce de cycle avec les 2 carbones qu'avait l'alcène. Ils vont maintenant se lier avec un oxygène. Les 2 carbones vont se lier au même oxygène, c'est que ça va créer un espèce de petit cycle à 3. Donc, les 2 carbones et l'oxygène vont créer le cycle maintenant. Donc ça, c'est un époxyde. Un époxyde va se créer à l'aide de ce qu'on appelle un peracide. Donc un peracide, c'est comme un acide mélangé avec un peroxyde. Donc dans un peroxyde, qu'est-ce qu'on a? On a HOOH, hein, H2O2, c'est un peroxyde. Donc on aurait HOOH, donc on a un lien entre les entre 2 oxygènes. Tandis qu'un acide, vous savez que c'est COOH. Mais ici, la combinaison des deux, ça crée un COOH. Donc, on a un lien entre 2 oxygènes. C'est pour ça que c'est un mélange entre un peroxyde et un acide. Donc, il y a un oxygène de plus ici. Okay? Donc, on a 3 oxygènes à la place de juste en avoir 2 comme un acide carboxylique normal. Le peracide qui est le plus souvent utilisé pour faire cette réaction-là, c'est le peracide qu'on appelle le MCPBA. Donc, pourquoi? C'est parce que c'est l'acide métachloroperbenzoïque. Donc, c'est généralement la chaîne R qui est ici. C'est un benzène où il y a un chlore qui est en position méta du peracide. C'est pas important pour vous de savoir pourquoi, c'est que le MCPBA, c'est le meilleur. Okay, on a trouvé, en faisant des réactions, que c'était celui qui donnait le meilleur rendement. Donc, si vous voulez faire des réactions, vous pouvez toujours écrire juste MCPBA comme peracide pour pouvoir former un époxyde. Le mécanisme, je ne vais pas vous le demander. La seule chose, c'est que je veux vous montrer que vous voyez que l'oxygène qui est ici, qui est en bleu, c'est lui qui va finir sur les 2 carbones qui avaient précédemment l'alcène. Puis on va créer aussi un acide carboxylique à la fin, mais généralement on va l'enlever parce que c'est pas ça qui nous intéresse. Donc, ce qui est important, c'est de savoir que lorsqu'on crée un époxyde, c'est un petit peu comme quand on crée un bromonium dans le cas des additions de Br2 ou quand on crée des chloroniums de Cl2 sur des alcènes. Donc, quand on ajoutait Br2, on créait un époxyde, plutôt un bromonium. Puis là, ce qui est important, c'est de savoir que le Br était soit vers l'avant ou vers l'arrière. Ben, pour les époxydes, c'est un petit peu la même chose. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que, admettons que vous avez une double liaison de départ. Là, je vais essayer de vous en dessiner une rapidement ici. Et vous allez utiliser MCPBA. Généralement, le M est en italique, donc je vais juste vous montrer dans quelques instants. Donc, admettons qu'on a ceci. Donc, je vais vous le montrer. Donc, ceci. Donc, on a une double liaison, MCPBA. Qu'est-ce qui arrive? C'est que là, on va créer, on va enlever la double liaison, puis on va générer un époxyde. Pour dessiner l'époxyde, vous allez créer un cycle avec des liens soit vers l'avant ou vers l'arrière, vers un oxygène. Donc, vous pouvez créer soit l'époxyde suivant
ou encore, généralement, plus, l'autre possibilité, ça serait de créer le même époxyde qui est ici. Puis là, c'est important de garder la forme de la liaison double de départ lorsque vous écrivez ça, parce que comme les bromoniums, les époxydes sont formés d'une certaine façon. Vous pourriez avoir soit la forme qui est là, ou son énantiomère qui serait les deux oxygènes vers l'arrière. Donc, on a toujours la possibilité d'avoir les deux ici. Donc, si je reviens à ma présentation, c'est qu'en fait, qu'est-ce que nous, on va faire généralement, c'est qu'on va utiliser ces époxydes-là pour les ouvrir. Donc, on ne les gardera pas généralement comme époxydes longtemps. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les ouvrir selon le milieu. On a deux façons de le faire. La façon plate, c'est d'utiliser l'ouverture en milieu acide pour ouvrir les époxydes, puis former. Et là, la seule possibilité que vous pouvez faire, c'est de former un diol, donc deux alcools, deux OH, qui vont être anti. Donc, ils vont être un OH sur un des carbones va être opposé au OH de l'autre carbone. Donc, ils vont être à 180 degrés. Donc, si vous voulez former un diol anti, vous pouvez utiliser cette méthode-là. Donc, dans le cas des époxydes symétriques, l'attaque peut se faire sur n'importe quel des deux oxygènes de façon équivalente. Donc, c'est similaire à ce qu'on a vu au bromonium. Donc, quand on ouvre un époxyde, c'est similaire lorsqu'on a l'étape d'ouverture du bromonium. Donc, quand l'autre BR, par exemple, vient ouvrir notre bromonium, c'est un petit peu la même chose ici. Si j'utilise un milieu acide, je vais ouvrir, OK? Donc, je vais briser le lien excusez, le lien CO de un des carbones, puis je vais créer un OH ici, puis l'autre, c'est qu'il va y avoir une molécule d'eau qui va venir attaquer pour créer un autre OH sur l'autre carbone. Donc ici, vous allez vous retrouver avec des OH sur chaque carbone qui était lié originalement à votre époxyde. Et ce que vous allez remarquer, c'est que les deux OH sont à l'opposé l'un de l'autre. Donc, il y en a un qui est ici vers le bas, l'autre est vers le haut, donc ils sont à l'opposé. Ou si vous préférez, il y en aurait un qui serait en avant, l'autre qui serait en arrière. Évidemment, ça, c'est plus son énantiomère. Pourquoi? Parce que l'eau pourrait attaquer sur un des carbones ou sur l'autre carbone de l'époxyde pour créer les deux possibilités d'énantiomère. Je vais vous montrer le mécanisme complet de l'ouverture d'un époxyde. Généralement, je ne vous poserai pas de questions en détail, mais le mécanisme peut être intéressant et pourrait être demandé à l'examen. Si ça se peut, c'est plus rare que je le demande, mais ça pourrait être quelque chose qui pourrait se situer là à l'examen. Donc, le mécanisme est le suivant. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on active l'époxyde en premier parce que ça va réagir avec une molécule d'acide. Donc, généralement, dès qu'on met de l'acide dans l'eau, ça crée des H3+. Donc, c'est l'ion qui va réagir. Donc là, on va créer un OH+. Hein, c'est comme un bromonium. Hein, c'est comme on avait Br+, ou Cl+, donc bromonium ou chloronium. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va venir l'ouvrir. Là, j'ai juste mis l'ouverture sur ce carbone-là, mais on pourrait le faire aussi sur l'autre carbone, comme on avait vu lorsqu'on ouvrait des bromoniums. Mais là, j'ai juste fait pour former un des énantiomères. L'autre énantiomère, ça serait d'ouvrir avec en attaque sur l'autre carbone de l'époxyde. Donc, quand j'ouvre ici, il faut absolument que la molécule d'eau vienne à 180 degrés du lien avec le lien CO, parce que le O qui est là prend l'espace de ce côté-là de la molécule. Donc, il faut que lui arrive en arrière, à l'opposé. Donc, quand lui va se déconnecter de ce carbone-là, il va rester connecté à l'autre carbone, mais il va rester sur la même face. Ça veut dire, par exemple, s'il est vers le haut, il va rester vers le haut dans la molécule, puis il va tasser un petit peu là, le H puis le CH3 pour les amener vers le bas. Tandis que la molécule d'eau qui vient se connecter, elle va tasser le H et le CH3 un petit peu vers le haut, mais vous voyez qu'on garde quand même la 3D originale. Et cette 3D-là proviendrait originalement d'une liaison double sur laquelle on a fait l'époxyde. Donc, c'est toujours à garder en tête. Puis, il reste une étape. Après avoir fait l'ouverture, vous avez un
une molécule ici avec un oxygène qui est chargé positivement parce qu'il y a un H de trop. Donc ça, c'est une étape qu'on appelle de déprotonation. On l'a vu souvent, mais je vous rappelle, on prend une molécule d'eau, on va venir chercher le H, puis on va donc créer un OH. Ça crée un H3O+, mais le H3O+, au fond, il est comme régénéré pour venir réagir avec un autre époxyde et refaire le cycle. Donc, au final, c'est juste une molécule d'eau qui vient s'attacher. Le H3O+, il est juste là comme catalyseur de la réaction. L'autre possibilité, qui est beaucoup plus intéressante que d'utiliser le milieu acide pour ouvrir un époxyde, c'est d'utiliser à la place un milieu basique. Parce qu'un milieu basique, oui, on peut créer un diol anti en milieu basique, mais plutôt que juste ajouter OH sur un des carbones de la un des carbones qui avait l'époxyde originalement, ce qu'on peut faire, c'est qu'à la place, on peut faire réagir d'autres nucléophiles intéressants, tels que les alcoolates ou des organométalliques, donc des grignards, des lithiens, ou encore des sels d'alcyne. Donc, vous voyez qu'on a beaucoup plus de possibilités, il y a beaucoup plus de choses intéressantes à faire là-dedans. Donc, oui, ce milieu-là, on peut ajouter OH moins. Puis, qu'est-ce que ça va créer? C'est qu'au final, on va créer aussi, encore une fois, un diol anti. Mais, à la place d'avoir un OH ici, qui provient de ce qu'on a ajouté, on pourrait ajouter un RO-. Donc, on aurait un OR sur un des deux carbones ici. Ou encore, on pourrait ajouter un organométallique. Donc, ça serait carrément une chaîne R qui serait ici à la place. Ou encore un sel d'alcyne. Donc, ça serait la liaison triple qui viendrait s'ajouter ici sur un des deux carbones. Là. Puisque les deux carbones de l'époxyde sont pareils, ça n'a pas vraiment d'importance sur lequel on va s'additionner. Dans le cas qui est ici, je vais vous en parler un petit peu de où est-ce qu'on ajouterait notre nucléophile généralement lorsqu'on ouvre un époxyde en milieu basique. Vous allez remarquer qu'il y a deux étapes. Il y a ajout du nucléophile, donc peu importe lequel on choisit parmi les variétés qui sont ici, on ajoute en premier. Puis on attend, et dans une deuxième étape, il va falloir acidifier le milieu pour arrêter la réaction, puis récupérer notre produit comme on le veut. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit peu d'acide dans l'eau qui est ajouté par la suite. Donc le mécanisme pour le milieu basique est un petit peu différent de celui pour le milieu acide. C'est qu'au lieu d'ajouter un H ici, vu qu'on est en milieu basique, on a le droit de créer des O- en milieu basique. Donc, si votre nucléophile, c'est OH-, c'est ça qui va venir attaquer. Mais comme je vous dis, la beauté d'utiliser un milieu basique pour l'ouverture de l'époxyde, c'est qu'on n'est pas obligé d'ajouter OH. On pourrait ajouter d'autres choses, telles que des grignards, telles que des sels d'alcyne, et c'est ça qui viendrait attaquer et ouvrir votre époxyde. Donc, ça serait une autre façon de créer une chaîne supplémentaire de carbone, par exemple. Dans le cas qui est ici, c'est vraiment bête parce qu'on utilise OH-, mais c'est vraiment juste pour vous montrer le gros du mécanisme. Donc, comment ça se passe? C'est assez simple parce qu'en une seule étape, on vient prendre le nucléophile, on ouvre l'époxyde directement, ça crée un O-, puis le nucléophile va venir s'attacher ici, comme ça, sur le carbone qui avait attaqué. Évidemment, le nucléophile va toujours attaquer à l'inverse de où est-ce que l'oxygène était sur l'époxyde. Donc, si l'oxygène était vers le haut, par exemple, ici, ben, le nucléophile doit attaquer vers le bas. Donc, c'est pour ça qu'il est vers le bas, tandis que le O- est vers le haut ici. Et là, dans la deuxième étape de la réaction, on ajoute un petit peu d'acide. Ça sert à quoi? Ça sert juste à prendre le O-, puis le ramener en OH en protonnant. Donc, c'est une étape de protonation. Donc, contrairement à déprotoner, des fois, c'est nécessaire de protoner. Donc, ici, le H3+, sert juste à protoner notre O-. Donc, le O-, on prend un de ses doubles libres, vient chercher un des H, acide de H3+, puis il se détache. Donc, ici, ce qu'on peut voir, c'est que contrairement à quand on utilise KMNO4 dilué sur une double liaison, sur un alcyne, on obtenait, dans le cas de KMNO4 dilué, un diol qui était syn, qui était avec les OH du même côté. Mais dans le cas qui est ici, une ouverture d'époxyde en milieu acide ou basique vous donne des diols anti. Donc ça vous donne des alcools différents.
Donc, tout dépendamment si vous avez besoin des OH des mêmes côtés par rapport à la double liaison originale, ou de côté opposé, vous pouvez avoir une méthode ou l'autre pour pouvoir y arriver. Évidemment, il faut créer d'abord l'époxyde pour l'ouvrir par la suite, tandis que comme MnO4, on peut faire agir sur la double liaison tout de suite, puis avoir notre produit. Lorsqu'on va attaquer notre nucléophile, si jamais vous avez un époxyde qui n'a pas le même nombre de chaînes de carbone sur chaque carbone de l'époxyde, admettons qu'il y a un des deux carbones de l'époxyde qui a plus de chaînes de carbone, qui est plus encombré, bien à ce moment-là, le nucléophile va attaquer sur le carbone qui a le moins d'encombrement stérique. Et ça, c'est dû par le fait que dans l'espace, s'il y a trop d'encombrement, à ce moment-là, ben, c'est pas possible d'attaquer sur ce carbone-là facilement. Donc, on va s'arrêter ici pour la première capsule. Elle est quand même assez longue, mais d'après moi, les autres capsules vont être un petit peu plus courtes, puis si nécessaire, ça se peut qu'on ait à déborder un petit peu lorsqu'on va continuer le chapitre. C'est possible qu'il dépasse dans plus qu'une semaine pour voir toute l'entité du chapitre 10. Mais d'ici là, je vous conseille de peut-être commencer à regarder les réactions des oxydations sur les doubles liaisons parce que c'est des fois les plus complexes. Par la suite, vous allez voir, ça va se simplifier un petit peu quand on va voir. La prochaine chose qui est à voir, c'est les réductions sur les doubles liaisons. Puis après ça, on va voir les triples liaisons dans la prochaine capsule. Donc ça va être le sujet. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine!